Bruxelles, en Belgique. Carole, j'ai décidé de vous extirper de votre univers habituel pour rencontrer un monsieur qui refuse de grandir. Alors effectivement, je crois que nous allons voir Richard, qui possède près de 30 000 jouets des années 70 à nos jours. Étonnant. On y va ? Alors on entre dans un univers dans lequel on n'a pas l'habitude d'évoluer, à la faire plus. L'univers du jouet. Vous en aviez quand vous étiez petit, des cow-boys, non. des Indiens? Moi j'avais des pirates. J'ai pas encore vu de pirates. Vous n'aviez pas de Playmobil? Mais pas de Playmobil de la guerre de sécession. Bon. Ah mais attendez, ben voilà les pirates. Ceux-là je les ai eus. Ah bon? Le bateau aussi? Oui, pas le gros, j'avais la barquette. Et voilà Richard qui Bonjour, vous accueille. Bonjour Richard. Très heureux de vous recevoir dans mon univers. Alors vous diriez quoi? Que vous êtes resté un grand enfant? Oui, un grand enfant. J'étais collectionneur, je suis devenu archiviste. Ah. Voilà comment je me définis. Quelle est la différence? Collectionneur, c'est une compulsion à devoir accumuler pour se faire plaisir dans son univers. Archiviste, on va remonter jusqu'à l'histoire, l'origine des jouets. Hulk, Spider-Man ou Mike Thor, qui étaient dans mon univers quand j'avais 7-8 ans. Donc c'était vos premiers jouets? C'était mes premiers jouets. Maintenant, j'ai tout sur Hulk. J'ai les affiches, les photos, Lou Ferrigno. J'ai vraiment un vrai dossier. Lou Ferrigno? Lou Ferrigno, c'était l'acteur qui faisait le rôle de Hulk en chair et en os. Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré à Los Angeles. Très grand, ouais. Très costaud, très grand et fort sympathique. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, lorsqu'on regarde ces super-héros, c'est qu'on peut les replacer dans un contexte historique. Hulk apparaît en 1962, Spider-Man en 1969, et ces deux super-héros sont liés à l'ère atomique. Hulk, il devient super-héros parce qu'il échappe à une explosion atomique, et Spider-Man est piqué par une araignée atomique, enfin, quelque chose d'un peu dans ce goût-là. Et ça nous remet dans le contexte géopolitique de l'époque, la guerre froide. Et donc, les enfants vont jouer et vont, en quelque sorte, promouvoir la superpuissance des États-Unis, un petit peu inconsciemment, puisque ça a été utilisé comme un message politique. Il a 100% raison. Alors, vous, c'est une drôle d'histoire quand même que la vôtre, puisque vous étiez grand reporter, spécialiste de guerre. Voilà, et j'ai eu besoin à un moment donné de trouver un jardin secret, de trouver quelque chose qui évacue ce que je voyais. Et en fin de compte, en 99, je me suis assis dans une salle de cinéma, j'ai vu l'épisode 1 de Star Wars, puis il y a une réaction chimique qui s'est passée après de vouloir continuer et avoir un achat par jour. Vous avez combien de pièces ? Alors j'ai eu beaucoup, j'ai eu jusqu'à plus de 30 000. Aujourd'hui, on en expose plus de 27 000 ici. La concrétisation de l'ouverture de ce musée, c'est vraiment l'aboutissement de 20 ans de collection. C'était un projet, c'était une envie, c'était une passion, mais le fait de pouvoir réaliser et d'y arriver, ça a vraiment été un travail de longue haleine. Et quand le bébé est né, pour moi c'est un bébé, c'est comme une naissance, c'était vraiment un soulagement de pouvoir donner aux gens ce que j'attendais. Et ici, je crois que vous avez 500 mètres carrés entièrement dédiés à l'univers des jouets des années 70 jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, parce qu'aujourd'hui, mon fils qui a 13 ans, il reprend un peu le flambeau, il me fait découvrir de nouveaux produits qui m'inspirent pas et que lui, il aime et que je vois le public aime aussi, quoi. Donc, on se retrouve avec des jeux, des jouets ou qu'on partage en fusion, lui et moi, quoi. Bon. Alors, vous avez été quand même jusqu'à reconstituer votre chambre d'enfant. À l'identique ? Presque à l'identique. Effectivement, on avait de la moquette rouge, on avait un dessus-lit rouge, c'était assez... Un dessus-lit en moumoute, ça, on aimait bien. Donc c'était comme une enfance dans les années 70. Tout à fait. C'est encore les traversins que j'avais, les oreillers. Et un jour, en déballant ça, je faisais que le jouer dans, on va dire, début année 2000. J'ai tout retrouvé, j'ai tout reconstruit, tout ce que je voyais réellement à cette époque-là, sur, on va dire, de 70 à début 90, quoi. Parce que là, il y a les jouets, mais pas que. Vous avez aussi toute une allée consacrée à l'histoire de la télévision, si j'ose dire. Donc là, on a Nicolas Pimpronel. Donc là, on est fin 50, début 60. Avec Bonne Nuit les Petits, on a une émission mythique de la télévision française, diffusée entre 1962 et 1973. On va voir toute l'évolution de la société
à travers les personnages, notamment des enfants. Les enfants vivent chez leurs parents dans un univers clos, très normé, et lorsque les émissions de télévision vont évoluer, les enfants vont prendre plus de liberté et se retrouver, par exemple, un peu plus tard, à l'époque de Casimir, sur une île enchantée. Donc, on sent toute l'évolution de la société avant et après 1968 à travers ces émissions et à travers les produits dérivés qui étaient proposés aux enfants. Donc, ça raconte vraiment... Le temps où il pas l'enfant. Non, j'ai pas beaucoup regardé Casimir. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Voilà. Vous connaissez tous par cœur les Oui, par cœur, génériques? je chante très mal. Ah bon, d'accord. Alors, il y a des pièces plus ou moins onéreuses en tout ça, Oui, j'imagine. oui, il y a toujours des pièces qui sont beaucoup plus chères que d'autres. Et à chaque fois, quand j'en faisais l'acquisition, je ne regardais pas le prix. Ça, c'est la différence entre un collectionneur et un archiviste. Le collectionneur, il veut posséder sa pièce, il achète. Il doit trouver la solution. Que quand on est archiviste, on doit calculer, on doit gérer un budget et on doit s'organiser de façon à ce que la fin de mois soit pas difficile. Vous diriez quoi? Que l'archiviste, c'est un collectionneur mature? Oui, totalement. Voilà, exactement. Vous avez trouvé les mots justes. Donc Lucky Luke, on connaît. Candy. Oh, Alf, Alf, Au formidable. pays de Candy, comme dans tous les pays. Vous regardiez Candy. Je sais pas, je me souviens de ce générique. Et ça correspond donc avec l'arrivée des dessins animés japonais en Europe, avec Goldorak en 1975, et puis Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, Candy, Et tout ça qui arrive. Voilà. Mais les deux premiers, les mangaka, ça va être Goldorak pour les garçons et Candy pour les filles. Alors ce qui est une erreur totale, puisque les filles regardaient énormément Goldorak, elles étaient amoureuses d'Actarus aussi. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Vous connaissez rien tout ça? Alors on a donc toutes les séries télé, on a L'homme qui valait 3 milliards. Ah oui, l'homme qui valait 3 milliards. C'est marrant parce que c'est aussi chez nous, c'était L'homme qui valait 3 milliards. Ouais. Et aux États-Unis, c'était 6 milliards de dollars. Ah bon, il valait plus cher. Oui. Est-ce qu'ils prennent de la valeur, ces jouets, au fil des ans? Tous les vintage, oui, énormément. On s'aperçoit qu'il y a une accumulation et des enchères et des enjeux sur le jouet qui me dépassent des fois. Les prix s'envolent et les chiffres sont astronomiques. Et quels sont les jouets qui coûtent le plus cher en ce moment? Il y a deux zones, ça a toujours été ça, c'est Goldorak et Star Wars. Vous l'avez évalué, votre collection? Oui, à plusieurs milliers d'euros, on est à plus de 400 000. Ah ouais? Ouais. Alors, on continue, là on Inspecteur voit Gadget. Ah bah oui, bien sûr. le monde des Barbapapa. Snoopy, une des plus vieilles licences. C'est années 50. Ouais, années 50, ça a même commencé un peu avant avec des BD. Il faut savoir qu'avant qu'un produit dérivé existe, il faut qu'il soit soit en BD, soit en comics ou soit en film. Et la société Mattel a inversé, où on produit du jouet pour vendre dans une série télé. C'est-à-dire on va faire du dessin animé pour vendre le jouet. Et ça, c'est tout nouveau, c'est arrivé dans les années 80. D'un point de vue sociologique, c'est vrai que les jouets coûtaient assez cher à fabriquer, et donc jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que les jouets sont réservés aux enfants de familles plutôt fortunées. Une des grandes révolutions dans le domaine du jouet, eh bien c'est après la Seconde Guerre mondiale, avec le développement de la matière plastique qui va permettre une production importante de jouets et une consommation auprès d'un très large public. Et donc, je pense qu'il faut vraiment différencier la production avant la guerre et après la guerre, qui est beaucoup plus importante. Nous, en termes de collectionneurs, on l'identifie avec une dénomination. Avant-guerre, maintenant, ça s'appelle de l'antique toy, parce qu'ils sont en métaux, en bois. Et les jouets, maintenant, vintage, on appelle ça plutôt des produits collector, parce qu'ils sont réédités. Et aujourd'hui, le produit qui est neuf, dans même pas 10 ans, il sera déjà collector. Avec à chaque fois une valeur qui augmente. Toujours. Ça, c'est dingue. Toujours. Alors, là, je crois qu'il y a du lourd, comme on dit. Donc là, on va arriver dans un écrin où c'est l'arrivée du robot et de la science-fiction pure et dure, avec l'arrivée de Star Wars. Et Star Wars, George Lucas, pour la petite histoire, son film a coûté beaucoup plus cher que prévu sur Star Wars. Donc, il a dû renégocier son contrat avec la prod et il leur a dit, voilà, c'est simple, gardez l'argent des entrées sur le premier film, mais je vais garder sur les produits dérivés l'intégralité. Et les produits dérivés se sont fait engloutir. George Lucas et Spielberg, les deux sont devenus millionnaires grâce à leur Star Wars est devenu un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Le plus rentable. Et là, on a 99,99. Il manque une figurine. Parce que là, on a
toutes les figurines de Star Wars, celles qui vont faire la fortune de George Lucas. Après, j'imagine qu'ils ont voulu renégocier sur le merchandising. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Il a vraiment gardé jusqu'à la fin ce produit. D'abord, il vous manque laquelle? Alors, il me manque un petit personnage, un petit alien qui va entre les deux, que j'ai jamais su trouver à un prix raisonnable aujourd'hui. Ça coûte combien, une figurine? Entre 500 et 700 euros dans cette série. D'accord. Voilà. Et vous n'êtes pas prêt à mettre ce prix-là? Non, j'estime que ça vaut pas le coup. Je trouve que c'est abusé, quoi. Et comme ici, pareil, avec là, on a 2 prototypes d'usine. Vous avez acheté combien à l'époque? 300, 400 $. Oui, c'est pas mal quand même pour une figurine. Parce que, il m'avait bien fait la vente. Hein. Il m'avait dit que c'était un prototype, mais moi j'avais du mal à y croire. Je dis pourquoi ça tomberait sur moi. Et puis j'étais pas fan obligatoirement de prototypes. Mais aujourd'hui, ces 2 figurines pourraient presque à elles seules payer une grande partie du musée. C'est-à-dire? À elles deux, elles peuvent dépasser 100 000 euros. Wow. Elles peuvent le dépasser. On serait qu'une vingtaine au monde à en posséder. Ah ouais. Voilà. C'est vraiment le coup de chance. Bon, en tout cas, c'est très impressionnant d'être confronté à votre savoir, surtout quand on n'y connaît rien, n'est-ce pas, Harold? Et merci de nous avoir accueillis. Et j'imagine que ça va donner envie à plein de téléspectateurs de venir vous rendre visite. Je vous souhaite de pouvoir agrandir ce musée. Merci à vous. Ça sera l'objectif et je vais y arriver.